3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac est avec nous, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Bonsoir à Vincent Lecartier qui nous accompagne également. Bonsoir Vous êtes Grégoire. responsable de l'allocation d'actifs de WeSave et Philippe Usan à nos côtés également. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général adjoint et directeur de gestion d'IM Global Partner. J'essaye de décrire les marchés à travers quelques indicateurs. Je disais, l'indice VIX, la volatilité du marché action américain est au plus bas de l'année, autour de 12, à peine supérieur à 12. Les indices, les grands indices actions des marchés développés notamment sont au sommet. Le Nasdaq était hier encore sur un niveau record. Alors ça bouge un peu du côté des matières premières, mais si je regarde le pétrole comme indicateur macro, ou en tout cas indicateur de marché, on est autour de $80 le baril. Si je fais la moyenne entre le brut léger américain et le Brent de la mer du Nord, ce qui semble être une description de marché assez calme, si les marchés peuvent être calmes. Bon, que vous inspirent ces considérations de marché, Igor? Et puis allons-y. Alors on va parler d'NVIDIA, mais puisqu'on est dans les sujets macro, prochaine étape c'est le 6 juin, la baisse de taux de la BCE attendue. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose? Et qu'est-ce qui se passe après? Quelles vont être les questions ou les attentes du marché après cette première baisse de taux en Europe? Alors la situation actuelle, parce que beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas répéter, mais pour moi le marché il fonctionne un peu comme un train de marchandises. Donc, c'est une image ferroviaire. Pour qu'un train de marchandises arrive à son but, avec sa marchandise, il faut des rails. Les rails, c'est la politique monétaire. Et ça avait un peu déraillé dans la communication, puisqu'à un moment, on avait même pu penser qu'il pourrait réaugmenter les taux. Donc ce sujet-là, il est derrière nous. Après, on parlera du sujet de baisse des taux, mais en tout cas, ce sujet-là, il est écarté. Donc le train démarre, mais pour qu'il démarre, il lui faut une locomotive. Et la locomotive, c'est l'économie américaine, alors qui va peut-être un peu moins vite maintenant qu'il y a quelques mois. Mais l'économie européenne qui décollait en douceur prend un tout petit peu plus d'allant. Et puis après, il faut des wagons, donc de marchandises. Et les wagons, c'est les résultats des entreprises. Et là, encore une fois, on le verra demain pour NVIDIA, qui est un marqueur, mais qui n'est pas quand même la somme de profits engendrés sur cette planète, qui jusqu'à présent... Pas encore. Je pense jamais. Non, mais qui, pour l'instant, n'ont pas du tout déçu. Donc, aujourd'hui, on a ce scénario. C'est vrai quand même que je pense que l'Europe, on en reparlera, mais si l'Europe baisse ses taux avant les États-Unis, c'est déjà un petit peu quelque chose qui n'était pas prévu. Ça peut relancer le crédit, et particulièrement la partie immobilière qui souffre beaucoup. Il y a un message aussi un peu social, qui est de dire, parce que le consommateur, notamment français, mais pas que, il est un peu pressurisé de toutes parts. Et donc, je serais étonné qu'il ne le fasse pas, vu l'environnement qu'on a, c'est-à-dire des hausses salariales qui sont contenues, une inflation qui a quand même... Vous le disiez en aparté, falling inflation, donc ça baisse. Oui, mais c'est un constat dressé par certains banquiers centraux européens aujourd'hui. Je sais l'inflation pas si est en chute. Mais on a quand même tous les ingrédients, peut-être pas pour faire une très grosse baisse des taux, mais pour enclencher un changement de régime. Qui donnerait quand même de l'air, même si les enquêtes, déjà sur la production industrielle allemande, on a eu un rebond, la trésorerie d'exploitation des entreprises est en amélioration, même si il y en a qui souffrent, mais comme vous le disiez, les sociétés cotées sont un peu l'élite, nous c'est un peu notre prisme, mais parce que c'est aussi ces sociétés qui tirent l'économie, donc le scénario est ça bon. Représente pas rien. On me dit souvent les marchés c'est pas la réalité. Oui, mais ça n'est pas non plus pas la réalité. C'est-à-dire que ça représente aussi quelque chose quand même. Non, c'est pas... Je me souviens d'un président qui disait les marchés n'ont pas toujours raison. En fait, ils ont toujours raison parce que c'est pas eux qui décident, c'est l'économie et eux sont le reflet d'une économie. Alors parfois ils corrigent avec leur rôle de sismographe, mais je reviens aux baisses de taux. Si je prends le scénario du marché, ce que signalent les banquiers centraux américains, 2-3 baisses de taux de la BCE, c'est tout à fait possible cette année, peut-être 3 encore en 2025. En tout cas, c'est à ce rythme-là que la BCE semble confortable avec l'idée des baisses de taux. Enfin, si 1, 2, 3 baisses de taux cette année, ça change quoi pour des marchés comme les marchés immobiliers? Ça m'intéresse. Est-ce que ça suffit? Ça fait 50, 75 points de base de baisse de taux partant d'un taux de dépôt qui est à 4 aujourd'hui. Est-ce que ça met vraiment de l'huile dans les rouages? Non, mais l'emprunt immobilier, c'est pas juste un taux, c'est des conditions d'octroi, c'est des garanties, etc. Donc ça, on verra comment ça se translate. D'accord. Du point de vue c'est pour savoir si ça a un vrai effet. Je pense que le risque pour nous, le danger, c'est, en tant que gérant, c'est est-ce que ces 3 baisses de taux ou ces scénarios monétaires sont déjà inclus dans les cours?
Est-ce qu'il faut les préacheter ou il faut déjà commencer à donner un peu la surperformance ? En fait, les marchés, c'est le timing. On dit souvent en anglais, life is a process, timing is the success. C'est-à-dire que nous, on a un processus de gestion, et puis après, on a un timing d'achat, de vente décrété. Ouais. Là, moi, j'ai l'impression que sur l'Europe, on s'est bien ancré dans cette... Au niveau de prix, de valorisation des marchés actions dans cette politique monétaire, on est plus sûr que la BCE va baisser ses taux que la Fed. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais on est sûr aussi que la Fed ne va pas les monter. Mais bon, comme on a eu une petite piqûre de rappel en avril qui a quand même un peu fait des secousses, bon, voilà. Après, on a aussi ce fameux proverbe en mai. Bon, pour l'instant, ça ne marche pas, mais on voit quand même les performances boursière, ça serait pas illogique parfois de prendre un petit peu de surperf comme ça pour refaire du cash. C'est pas les clients nous le demandent et on peut pas vraiment leur dire non plus. On va pas leur vendre un scénario à plus 30 dans les 6 mois. Donc ceux qui ont été bien investis jusqu'à présent, alléger un peu, c'est pas une mauvaise décision de gestion, c'est ce que vous dites, en termes de stock picking, quand on a des modèles économiques qui marchent et qu'un investissement, il ne faut pas s'en défaire. Sur l'Europe, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, Igor ? Je notais quand même aussi une forme de rattrapage des small et mid cap en Europe. On a peut-être la cote au monde des small et mid la plus intéressante, avec de la qualité, une profondeur de cote, etc. Bon, à Paris, ça y est, l'indice, le CAC Small, fait jeu égal avec la performance du CAC 40 depuis le 1er janvier désormais. Après, il a du retard, mais... Ah oui, au moins une paire d'années, oui. Alors, moi, ma vision de l'Europe, pourquoi c'est un secteur, une zone géographique achetée, c'est pas tout à fait pour les raisons, c'est même à l'inverse, c'est plutôt parce que l'Europe est devenue un vassal complet économiquement des États-Unis. Et donc, les Américains n'investissent que très rarement dans des systèmes qui leur sont défavorables, qui leur sont, et d'ailleurs on l'a bien vu avec les différents conflits, même les Chinois. Donc moi je pense plutôt qu'on est devenu par extension une gigantesque zone de consommation pour les États-Unis, avec une gouvernance... En restant aligné sur les intérêts de plus en plus, il me semble. Pas de moins en moins, de plus en plus, puisque l'autonomie stratégique de l'Europe n'existe pas dans les faits aujourd'hui. Et donc c'est plutôt pour ça que les Américains reviennent, parce qu'ils ont un cadre d'investissement où effectivement il y a un momentum économique qui se dessine. Ça les rassure, quoi. Voilà. Mais c'est pas du tout parce qu'on emprunte une voie qui est désalignée et différente d'eux, puisque ça c'est pas du tout dans la mentalité d'un Américain d'aller mettre à risque son argent dans un système de gouvernance qu'il ne comprend pas, qui soit pas aligné avec ses intérêts, en tout cas aux intérêts du monde anglo-saxon. Donc ça c'est ma lecture, mais les faits, les conséquences, c'est vrai que, de toute façon, l'Europe n'est jamais une modération majoritaire pour un Américain. C'est satellite, c'est un investissement de tourisme, évidemment. Évidemment, comme vous l'avez dit, c'est... Tous les sens du terme. Voilà. Donc, oui, on a des sociétés de qualité, on a des sociétés qui ne sont pas encore très chèrement valorisées. Donc, sur les small et mid cap, je pense que c'est quelque chose qui a démarré en fin d'année et qui va perdurer. D'accord. Et c'est le même mouvement pour vous qui se poursuit. Il y a eu, effectivement, le début d'année a été un peu plus mou que la fin d'année, mais, oui, mais pour vous, c'est... Ça va jamais en ligne droite non plus. Donc, il faut aussi voir que les petites entreprises ont plus de mal à absorber tous les chocs, et l'économie mondiale, on voit des chocs à répétition. Quand vous êtes Nvidia ou Total Energy, c'est plus facile de les absorber. Mais aujourd'hui, la prévision macroéconomique est plus difficile pour une petite société dans un monde global. Quand on était chacun dans son coin, c'était plus facile. Est-ce que pour un investisseur en dollars, je ne sais pas, la perspective de l'élection américaine, des turbulences que ça peut générer sur le marché américain peut-être en premier lieu, est-ce que c'est aussi un argument, alors peut-être par défaut, mais qui peut permettre de se dire, tiens, pour quelques mois au moins, je vais aller voir comment ça se passe en Europe, les élections auront lieu, etc. Alors, premier concept, il ne faut jamais gérer avec sa carte d'électeur, quel que soit l'endroit, parce qu'on l'a vu pour le Brexit, en Italie, lorsqu'il s'agit de éventuellement avoir un gouvernement anti-euro, ou l'élection de Trump, les marchés ont tout de suite remonté. Après, ma vision, c'est que Trump et Biden, c'est en fait les deux faces d'une même pièce. C'est les États-Unis. Et les États-Unis sont entrés depuis Barack Obama dans un cycle protectionniste. Donc, Barack Obama l'avait initié, Trump l'a renforcé, et Biden l'a plus que prolongé, c'est-à-dire qu'avec l'IRA. Donc ça, c'est une donnée à plus long terme qui est défavorable pour l'économie mondiale, qui est défavorable pour l'Europe, puisque nous, on est vassalisés, et en même temps, on a la Chine qui est un énorme producteur, un déflateur aussi potentiel. Donc c'est... Aujourd'hui, on est dans une situation qui est peut-être un peu
plus complexe à moyen long terme. Voilà, les États-Unis, bon, ça reste la première puissance économique mondiale. C'est pour ça que sa monnaie est une monnaie de réserve mondiale. Et tant que ça n'est pas remis en cause, il n'y a pas de raison de ne pas y investir. Après, la gouvernance d'une démocratie qui va probablement devoir recompter ses votes avec 2 personnes qui sont très âgées, c'est un signal aussi qui n'est pas forcément rassurant, mais on sait aussi que la démocratie américaine est plutôt pilotée par des lobbies industriels et économiques, et notamment le lobby de l'armement. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est la donne aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Oui. Fascinant dans le monde politique américain, c'est que Peter Navarro, qui était un des anciens conseillers clés de Donald Trump pour son mandat 2016-2019, il était conseiller au commerce, il avait écrit, c'était quoi, de Death by China, je crois, c'était son grand livre, effectivement, sur la Chine, etc. Alors, il est en prison pour quelques mois parce qu'il a refusé de participer à l'enquête du Congrès sur les événements du Capitole en janvier 2020, donc il purge quelques mois. Et il donne des interviews et il dit les 100 jours de Trump, voilà comment ça va se passer. Donc Powell out, l'immigration c'est fermé, les tarifs c'est partout et pour tout le monde. Enfin, il y a le playbook dans le texte de Peter Navarro en tout cas. Alors, ça va faire bouger les anticipations d'inflation. Effectivement, une différence qui est notable, c'est que Donald Trump est probablement moins prévisible que Joe Biden. C'est pas un élément de contenu de la volatilité. Ça ne met pas forcément le VIX à 12. Bon, sur les enjeux Nvidia et tout ce qu'il y a autour, puisque c'est demain le moment de vérité. C'est qu'on parle beaucoup d'Nvidia et on dit l'intelligence artificielle, mais on en avait déjà parlé sur ce plateau. Les dépenses en IT aux États-Unis n'ont pas bougé en termes de proportion du PIB, ni en termes de taux de croissance par rapport au PIB. Donc en fait, on parle d'un progrès, mais qui ne se voit pas du tout dans le niveau d'investissement. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des arbitrages qui sont faits potentiellement ? Là, il y a une prise de part de marché parce qu'il y a des produits qui sont plus performants, mais globalement, la masse d'investissement informatique suit un rythme médian, régulier, historique, qui n'était pas du tout le même dans les années 2000, où il y a eu une excroissance, etc. Donc, c'est pour ça, on dit l'intelligence artificielle, c'est pas encore le moteur à explosion, comme espèce de... Non, mais le moteur à explosion, ça a transformé les économies et les industries. Donc aujourd'hui, bon, c'est toujours bien en bourse quand il y a des histoires comme ça, les Apple, parce que ça fait rêver et qu'il y a beaucoup de création de valeur. Après, comme je le répète, Nvidia ne fera pas tous les profits engendrés par les entreprises sur cette planète. Et on ne peut pas manger des puces électroniques. Donc, on peut aussi produire des produits alimentaires. Bon, donc, j'y accorde... Je ne vais pas dire que j'y accorde pas d'importance parce que ça serait déraisonnable, mais c'est systémique pour des gens qui sont très investis sur les valeurs techno, sur le Nasdaq, sur les États-Unis. Est-ce que... par répercussion, volatilité du marché américain, ça se retrouve aussi... La volatilité, c'est une chose, c'est la donnée du gérant. L'économie, le cours de Total Energy ne va pas dépendre des résultats d'Nvidia. Non. Donc, c'est plutôt des opportunités, sachant que la volatilité est plutôt l'ami du gérant et l'ennemi du client. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Philippe Uzan, IM Global Partner, Vincent Lecartier, WeSave et Igor Demac, Vital Épargne.